s'intégrer dans le monde professionnel, c'est apprendre très rapidement à se vendre. Se vendre, c'est généralement la première, lorsqu'on regarde les processus de vente, les premiers éléments déclencheurs de l'achat, ce n'est pas forcément le fond du produit. C'est d'abord la forme. Parce que tu quittes d'un milieu académique scolaire où tout est tracé, tout est droit, tout est planifié, à un milieu compétitif où tu dois te vendre, tu dois montrer quelles sont tes compétences, en quoi il faut que tu choisisses toi plus qu'un autre. Moi, je me rappelle mon stage de fin d'études, mon dernier stage de 6 mois que je devais trouver. J'ai réussi à décrocher mon stage ingénieur 2 semaines avant la deadline finale. Et là, mon titre de séjour expire le jour où mon stage est censé commencer. Lorsque je trouve le stage, je suis obligé de tout faire pour cacher au recruteur. Vous allez recruter un garçon qui sera bientôt sans papier. J'ai envie de demander le salaire. Comment tu as géré cette étape-là? Comment tu as vécu ça, le fait d'avoir du jour au lendemain un peu plus d'argent sur ton compte bancaire? Petite anecdote, moi, lorsque j'ai reçu mon premier salaire, je me suis dit directement, l'argent, ça ne va pas me suffire. Mon projet professionnel n'allait pas plus loin que je veux devenir ingénieur dans tel domaine. Et lorsque je trouve mon travail, là, je me rends compte que, attends, là, vous êtes en train de me dire que pendant 40 ans, jusqu'à l'âge de la retraite, je vais faire ça tous les jours, métro, boulot, dodo, un autre sujet. Pendant 40 ans, attends, c'est pas possible. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine. Alors moi c'est Wilfried Zemtsa. Et moi c'est Yvan Fomat. Et ensemble on te parle Afrique, on te parle diaspora et surtout on parle entre jeunes. Donc en effet, si on aborde tous les sujets qui animent le quotidien des jeunes africains de la diaspora et on en parle dans le but d'en faire des armes du développement massif. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, liker et surtout partager pour élargir le canal de diffusion. Voilà, pour les nouveaux sur la chaîne. Donc, aujourd'hui, nouveau sujet, hein. On est au podcast numéro 4 déjà. On commence à faire 4 déjà? Numéro 4, ouais. Ah oui, le temps passe vite. On commence à faire une belle série. On espère, produire encore plus de contenu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour cela. Podcast numéro 4. Et pour les plus attentifs, les plus fidèles d'entre vous, si vous avez vu le podcast précédent, vous avez certainement dû constater, remarquer qu'on a dit que là, pour ce nouvel épisode, on switcherait sur une autre catégorie de contenu dans laquelle on parlerait plus professionnel. Donc là, on a eu la série panafricaniste, on aborde la série professionnelle, après ça sera la série relations, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour cette nouvelle série, on a décidé d'ouvrir le bal un petit peu à 2, histoire de dégrossir un petit peu le sujet. Donc ce sujet, c'est insertion dans la vie professionnelle, dans la vie active, donc vie professionnelle, vie active. Donc pour cette nouvelle série, on commence à 2, on n'a pas d'invité sur le plateau, hein, sauf s'il est caché derrière le rideau. On n'a pas d'invité sur le plateau, donc on est à 2 pour dégrossir le sujet. On est dégrossi, on a introduit un peu les points principaux. Émission vraiment free, vraiment libre, on va discuter, donner nos points de vue, nos expériences sur le sujet. Donc, je rappelle le sujet, insertion dans la vie professionnelle et la vie professionnelle, la vie active. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire, ce sujet très, très, très passionnant, parce que lorsque tu me parles d'insertion, il y a beaucoup de choses qui défilent dans ma tête. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire de base, comme ça? Non, franchement, l'insertion dans la vie professionnelle, dans la vie active, c'est une étape que connaît tout le monde, tu vois. Tous ceux qui passent de l'âge d'adolescence à homme. Exactement. Ouais, ils doivent passer par la case, insertion professionnelle. Je dois trouver mon travail, je dois trouver mon job. Et ce sont des phases généralement pendant lesquelles il nous arrive plein de péripéties. On apprend plein de leçons. Oui. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour vous les partager. Oui. Et c'est ce qu'on disait sur le podcast précédent. C'est vraiment une étape importante. C'est une seconde phase dans la vie, parce que dès le moment où tu entres dans cette phase professionnelle là, il y a plein de nouveaux facteurs, de nouvelles variables que tu dois gérer, et certaines fois compliquées, certaines fois très passionnantes. Donc on va dégrossir le sujet. Oui, après on aura des invités qui
avec qui on va partager, on peut vraiment en détail. On va parler de salariat, d'entrepreneuriat, de side business, comme on l'a dit précédemment. Ouais, des expériences de tout un chacun, voilà. Des particularités de parcours, exactement. Parce que chacun vit cette étape de façon différente. Ça sera très intéressant, donc soyez prêts. Comme je le dis depuis un certain temps, il y a du très 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 lourd qui arrive. Du très lourd arrive, les amis. Tu parlais d'étapes tout à l'heure, je saisis la perche parce que avant d'entrer dans le secteur professionnel, il y a une transition. On quitte de quelque part pour entrer. Très souvent, on quitte d'étudiants, du milieu académique. C'est ça. Ça peut être étudiant, ça peut être élève. Enfin, il y a plusieurs variantes de milieu académique. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement sur cette transition-là? Je répète, on dégrossit le sujet, donc on sera pas très exhaustif. Il faut qu'on garde un peu pour nos invités. Bien, bon, dégrossir le sujet, ça sera pas facile parce que, franchement, quand je regarde comme ça, c'est une étape qui m'a beaucoup marqué. Lorsque j'étais étudiant, bon, je pense que là, franchement, je vais rentrer direct dans le détail dans mon parcours. Vas-y. Dans les parties. Sens-toi libre. Liées au sujet. Ouais. Lorsque j'étais étudiant, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai fréquenté à Nancy, à Polytech Nancy. En France? En France, oui, ici en France. Et je me rappelle quand j'étais en 4e année, on nous disait qu'à la fin de l'année, donc 4e année master 1, on nous disait qu'à la fin de l'année, il faut trouver un stage de 2 à 4 mois, si je me souviens bien. Oui. Bon, 4e année, oui, c'est 2 à 4 mois. Oui. 2 à 4 mois, un stage de 2 à 4 mois. En général. Hein. Oui. Et moi, je me rappelle à l'époque, moi, j'étais persuadé, je me disais, bon, c'est une étape simple, c'est une étape facile. C'est écrit dans le calendrier que cet étudiant va trouver son stage. Donc, moi, je n'ai pas d'effort à faire. Je suis un étudiant de Polytech Nancy. Dans mon calendrier, en mai, j'ai mon stage. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire un CV comme un devoir que je fais à la maison. Oui. Et puis, je l'envoie, une entreprise va me dire oui. Ouais, quelle était ma surprise quand j'ai découvert que ça se passait pas du tout comme ça. Oui. Je me rappelle bien, j'écris mon CV. Je rédige un CV. Je ne prends pas le soin de soigner ni la forme ni le fond. Je rédige un CV, je l'envoie, je me dis bon, je suis à Polytech Nancy. Je suis ingénieur, ça devra aller. Je candidate 1 semaine, aucun retour. 2 semaines, aucun retour. À 1 semaine, toi tu es 1 mois, aucun retour. Tu es ambitieux. Exactement. Oui. C'est la naïveté, tu vois. Oui. Et après 2-3 mois, quand je regarde des amis, des camarades autour de moi qui chacun a trouvé son stage, je me rends compte qu'en fait, c'est tout un process. Il y a plein de paramètres à respecter. Ouais. Il y a plein de choses à faire pour rentrer dans le milieu professionnel. En fait, je suis dans le marché de l'emploi. Et ça, je n'en avais pas conscience, tu vois. Le marché. C'est ça. Pour ma part, lorsqu'on parle de transition académique professionnelle, ça me fait penser directement à plusieurs choses. Rapidement, là, il y a des choses qui défilent dans ma tête. Premièrement, la recherche d'emploi, comme tu l'as si bien soulevé. Mais après, il y a également le titre de séjour. Ah, le titre de séjour. Et ça, c'est, ah là là. Il y a le titre de séjour. Il y a le déménagement parce que, voilà, enfin, je vais étayer, dans la suite. Il y a le déménagement, mais surtout, très important, il y a le salaire. Ah. Ça me fait penser au salaire aussi. Alors, recherche de l'emploi, c'est vrai que ça, c'est une phase aussi très importante et qui peut être, vraiment très marquante pour quelqu'un qui quitte de ce milieu académique-là pour justement s'intégrer professionnellement. C'est vraiment une épreuve. C'est une épreuve parce que c'est très particulier parce que tu as parlé de marché. S'intégrer dans le monde professionnel, c'est apprendre très rapidement à se vendre. Tu as parlé du CV, habiller son compte professionnel, par exemple, pour LinkedIn, pour LinkedIn, des réseaux sociaux. Savoir faire son pitch, comment est-ce que, c'est des notions qu'il fallait apprendre assez rapidement parce qu'on avait abordé les sujets avant, mais pas assez intensément. Et c'est vrai que c'était un peu déroutant, mais au final, on arrivait à trouver la bonne formule. Dès le moment où on a trouvé la bonne formule, ça devient plus facile, mais c'était vraiment marquant comme épreuve, comme étape de justement savoir se vendre. Là. Je sais pas, tu as rajouté des... Oui, non, franchement, c'est marquant parce que tu quittes d'un milieu académique scolaire où tout est tracé, tout est droit, tout est planifié, à un milieu compétitif où tu dois te vendre, tu dois montrer quelles sont tes compétences, en quoi il faut te choisir toi plus qu'un autre. Donc, franchement, c'est ça un peu la différence. Et je ne sais pas si tu as prévu d'en parler, si tu as quelques tips. Tips pour ceux qui s'intégreraient dans le milieu professionnel. Ouais. Il y en a plusieurs, hein, parce que même nous, on a cherché des tips au moment où le faisait. Ça c'est foisant en ligne, donc tu peux
premier conseil que j'ai envie de donner, c'est de se renseigner tout simplement. Aujourd'hui, il y a des plateformes numériques qui permettent d'avoir plusieurs informations et c'est à chacun d'avoir la clairvoyance nécessaire pour recouper ces informations-là et vraiment prendre des contenus pertinents mais adaptés aussi à soi, parce que c'est pas tout type de conseils qui vont à tout le monde. Exactement. Il y a par exemple la grosse question épineuse de la photo sur le CV. Il y a des gens qui disent oui, des gens qui disent non, mais pour ma part c'est vraiment subjectif comme facteur et je ne dirais pas à tout le monde de mettre une photo ou pas sur son CV, mais c'est vraiment par rapport à la personne que j'ai en face de moi que je pourrais dire cela, quoi. En termes de conseils, c'est vraiment soigner son apparence professionnelle, parce que on a dit se vendre. Se vendre, c'est généralement la première, lorsqu'on regarde les processus de vente, les premiers éléments déclencheurs de l'achat, ce n'est pas forcément le fond du produit. C'est d'abord la forme. Et la forme, en général, pour quelqu'un qui entrerait dans le monde professionnel, c'est son CV, son pitch, ses réseaux professionnels, ouais. En l'occurrence LinkedIn, qui est j'en connais pas beaucoup. Il y en a plusieurs généralement qui permettent de faire la recherche d'emploi, mais le seul là qui donne vraiment une identité personnelle, sur lequel tu as un profil, qui a cet aspect réseau social, voilà, qui a cet aspect réseau social, justement, c'est LinkedIn. Donc habiller vraiment son compte LinkedIn, tout ce qui est photo de couverture, photo de profil, description, expérience, donc vraiment avoir un compte LinkedIn propre et agréable à regarder. N'hésitez pas à l'alimenter avec vos expériences. Si vous avez fait des certifications, des formations, n'hésitez pas à l'alimenter. Et là, on rentre aussi le fond, justement. Ça donne déjà un aperçu de quelle est votre personnalité, mais n'hésitez pas à édulcorer aussi. Oui, bien sûr. Parce que ça, c'est les réalités du marché. C'est le jeu de LinkedIn, vous le verrez souvent. Exactement, on ne doit pas le dire, mais c'est les réalités du marché, c'est ce qui est beau, qui attire. Donc, le CV, il faut avoir un CV propre, un CV bien agencé, un CV qui résume bien ce qu'on peut faire. Il faut mettre en avant ses compétences, avoir un bon réseau social professionnel. Et troisièmement, bien travailler son pitch. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Bien travailler ça sur le fond, autant sur le fond que la forme, être précis et concis. Et ça se travaille. Ça se travaille. On ne peut pas rentrer. Ça se travaille même sur le temps. Sur le temps. Ouais. Il faut multiplier les expériences. Mais là, franchement. Il y a des gens qui arrivent à décrocher des entretiens rapidement. Il y a des gens qui postulent à 10 entretiens de par leur profil. Ils ont 7 appels. Donc, eux, ils peuvent travailler rapidement leur pitch. Il y en a d'autres qui n'ont pas forcément cette possibilité-là et qui se retournent souvent vers leurs amis. N'hésitez pas à avoir vos amis devant qui vous faites des pitchs, vous peaufinez comme ça votre pitch pour un potentiel entretien professionnel. Donc, c'est des petits tips comme ça que je peux donner. Après, maintenant là, on a parlé vraiment globalement, mais sur le CV, comment le rendre attrayant? Ouais, c'est ça. C'est des questions profondes. On ne pourra pas trop étayer là. Non, on pourra pas étayer dessus, mais il faut faire ses recherches. Voilà, il faut faire ses recherches et puis en fonction des besoins, si c'est une question qui vous intéresse vraiment, dites-le nous en commentaire et on pourra faire une vidéo un petit peu plus détaillée dessus. Pourquoi pas? Je parlais tout à l'heure d'insertion. Attends, on n'a pas fini sur ce ventre. Non, de recherche. Oui, vas-y. Parce que vous voulez dire parce que j'ai cité 4 points. Ouais, justement. j'essaie. Oui. Bon, pour finir rapidement sur ce ventre, là, tu as parlé beaucoup de formes, mais moi, j'imagine que il y a aussi l'aspect le fond. Il y a le fond. J'ai parlé de la forme, il y a aussi le fond. Oui. Donc, tu as parlé de la forme, il y a aussi le fond. Et pour le fond, c'est souvent délicat parce que quand tu es un étudiant de 4e année, tu n'as pas forcément beaucoup d'expériences professionnelles sur lesquelles capitaliser. Grosse mention à tous les recruteurs qui mettent toujours 5 ans d'expérience. 5 ans d'expérience. Alors qu'on est en 4e année. J'ai vu plusieurs, même sur les réseaux sociaux, de gens qui disent que vous mettez 5 ans d'expérience. Je vais prendre les 5 ans là. S'il fallait que j'ai les 5 ans d'expérience que vous demandez, c'est que je devais avoir commencé à travailler à 13 ans. Exact. Voilà, exactement, des trucs comme ça. Donc, il aurait fallu qu'à 13 ans, je commence à travailler. Exactement. Donc oui, sur la forme, et ce qui fait la différence quand on est en 4e année, c'est de faire partie des associations de l'école, faire des projets, comme j'ai dit, associatifs, faire des projets personnels, faire un peu plus sur des projets scolaires. Parce que il n'y a pas beaucoup d'éléments sur lesquels se différencier lorsqu'on est étudiant. On est tous étudiants de la même école. On suit tous le même programme. Donc, il faut surtout pas négliger tous ces projets personnels, scolaires, et même associatifs qu'on peut faire. Exactement. Pour mettre en avant notre proactivité, mettre en avant notre capacité à s'intéresser au sujet, notre passion. Et c'est vraiment ça qui fait la différence auprès des recruteurs. Ça, c'est j'adhère totalement. Et ça, je pense que le fond même de ce que tu dis, c'est l'aspect réseautage. C'est ça. Il y a également l'aspect réseautage. N'hésitez pas à vous faire un réseau.
que ce soit dans votre école avec justement en participant à des associations, avec vos camarades qui peuvent avoir des opportunités, avec vos profs. Très souvent, je pense que si on veut parler en termes de pourcentage, le pourcentage est très élevé d'étudiants qui ont trouvé des occasions, des opportunités professionnelles grâce à l'école, grâce à leurs enseignants, grâce au partenariat et tout. Et pour ça, si tu as un enseignant pour qui tu es anonyme, qui, lorsqu'il te voit, à chaque fois, il hésite il sait pas quel est ton nom. Là, tu n'es pas le premier vers qui il viendra pour faire une proposition. Donc, étendez vraiment votre réseau. Ce que tu fais aujourd'hui, les conséquences ne sont pas visibles à court terme, voire à moyen terme. Donc, il faut vraiment mettre sur pied dès l'entrée, pas quatrième année, j'ai envie de dire. Quatrième année, c'est un peu tard. Effectivement. Dès la deuxième, troisième année, il faut commencer à travailler sur comment est-ce que vous allez justement faire pour garantir une bonne entrée dans le milieu professionnel. Et ça, c'est pour ce qui est du premier point. Moi, j'avais 3 autres points sur lesquels je vais passer, j'espère rapidement. J'ai parlé de titre de séjour et déménagement. J'ai parlé de salaire aussi, mais je vais mettre les deux dans un même panier parce que ça me fait penser, je les mets dans la catégorie stress. Stress d'après, lorsqu'on a fini le cursus académique. Et là, c'est en direction principalement Là, on est dans la rentrée. On rentre dans le monde professionnel, ça. Et c'est en direction principalement de la diaspora. Des jeunes Africains qui sont de la diaspora, donc qui ne sont pas forcément du milieu, et donc qui ne maîtrisent pas forcément tous les codes, qui n'ont pas forcément toutes les aisances et la facilité qu'aurait un local. Donc déjà, le titre de séjour. Parce que lorsqu'on finit, on a un titre de séjour étudiant qui, normalement, tel qu'il est fait, s'expire dès la fin quelques semaines, voire quelques mois après. Quelques mois, c'est un peu dur. Ouais. Donc, très souvent, ils ont la pression là de trouver un emploi avant la fin de leur dernier stage ou alternance. Et voilà, ça fait partie des éléments qui me remontent directement lorsqu'on parle de transition là. Et puis le déménagement aussi, parce que très souvent, dans la diaspora, c'est pas comme en Afrique où très souvent où tu vas fréquenter, c'est probablement où tu vas travailler. Tu peux travailler ici, tu peux fréquenter ici, tu travailles, tu trouves l'emploi 500 000 kilomètres plus tard. Donc, il y a cet aspect de déménagement là aussi. On va changer d'environnement, changer de ville, trouver un nouveau logement qui est souvent très fastidieux parce que on cherche le logement à distance. Donc, c'est ça, tu cherches le logement à distance. Voilà. C'est vrai qu'il y a demander d'avoir un contrat de travail que tu n'as pas, d'avoir un titre de séjour valide qui expire bientôt. Exactement. Donc, c'est souvent les pressions administratives. Franchement, le parcours du combattant. Ça rentre dans les pressions administratives et ça fait aussi partie des grosses épreuves qu'il faut gérer. Mais je pense qu'une fois qu'on a traversé comment on dit, c'est un test. C'est un test. Et lorsqu'on l'a réussi, je pense que l'on est prêt à affronter toutes les péripéties. Non, ce sont des phases très stressantes. Moi, je me rappelle quand j'étais, justement, pour mon stage de fin d'études, mon dernier stage de 6 mois que je devais trouver. En 4e année déjà, je gagnais beaucoup à trouver un stage parce que je n'avais pas compris tous les éléments qu'on était en train d'expliquer, tous les codes qu'il fallait mettre en place, toutes les petites astuces qu'on explique maintenant. Une fois qu'en 5e année, je comprends tout ça, j'ai réussi à décrocher mon stage ingénieur un peu à la dernière minute, tu vois, 2 semaines avant la deadline finale. Et là, mon titre de séjour expire le jour où mon stage est censé commencer. Donc, lorsque je trouve le stage, je suis obligé de tout faire pour cacher au recruteur. Vous allez recruter un garçon qui sera bientôt sans papier. Oui, parce que des fois on est obligé. Des fois on est obligé. Et jusqu'ici, je n'avais pas beaucoup d'opportunités de stage, tu vois. J'en avais eu 2. Celui-là me plaisait beaucoup parce qu'il correspondait à mon projet professionnel. On n'en a pas parlé, mais c'est très important d'avoir un projet professionnel qu'il faut suivre. Et lorsque je trouve mon stage, je suis obligé, dans l'incertitude, je ne sais pas ce qui se passe, ce qui va se passer, de prendre mes affaires, déménager, aller m'installer dans une nouvelle ville, sans savoir si j'aurai les motifs de séjour valides ou pas. J'ai quand même fait la demande. Je ne veux pas faire dans l'illégal, bien sûr. J'ai quand même fait la demande auprès des préfectures, sans savoir si mon titre de séjour sera valide, sans savoir si l'entreprise en face est au courant que le monsieur qui arrive là sera bientôt dans l'illégalité, tu vois. Et moi, mon stress à cette période-là, je me souviens très bien, c'est que j'arrive, je toque à l'entreprise, et là, les forces de police, les administrations viennent me saisir. On t'a eu. Oui. On t'attendait, on t'a eu. Oui. Donc avec tout ce stress-là, bon, je m'en suis sorti parce que
Quand je suis arrivé, je me suis assis, j'ai commencé à travailler. J'ai fait 2 jours dans l'illégalité et 2 jours plus tard, j'ai eu la réponse de la préfecture qui me disait que c'est le récépissé du nouveau titre de séjour commençait sa validité. Oui, à l'expiration, parce qu'il c'est ça, à l'expiration précédente. Voilà, il est continu à l'outil de séjour. Peu importe à quel moment tu reçois le nouveau ou le récépissé. Le nouveau, donc effectivement. Il est effectif à la date d'expiration du précédent. Donc pendant quelques jours, je me sentais dans l'illégalité. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde avec la rétrospective, oui. Bon, tout est bon, tout est nickel. Mais oui, ça, ce sont des facteurs de stress. Mais surtout cette histoire du titre de séjour là, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est un réel problème pour les étudiants étrangers, parce que après ça dépend des villes. Il y a des villes où parce que c'est vraiment décentralisé, hein, ça il faut le dire, dans les pays d'étrangers. Il y a certaines villes où ça passe comme une lettre à la poste, mais certaines villes où c'est très compliqué d'avoir un titre de séjour. Il y a beaucoup de lenteur administrative, beaucoup de complications, et c'est souvent c'est un stress de devoir penser tout le temps à faire son titre de séjour, à aller se déplacer, à aller faire des stand-by à la préfecture pour réclamer son titre. C'est vraiment pesant moralement. Donc ça, c'est un réel mot. Et voilà. Beaucoup de courage à ceux qui traversent beaucoup de courage à vous. Cette situation. Et puis, c'est quand même de rassurer en disant que dès le moment où tu es étudiant reconnu par ton université, je pense, c'est mon avis personnel, dès le moment où tu es étudiant reconnu par ton université qui fait ses classes régulièrement, même si tu te retrouves en période d'invalidité du côté de la préfecture, tu n'auras pas plus de gêne que ça, je pense. Oui, tu ne risques pas. Je pense. C'est mes propos et ça m'engage. Parce que l'école te défendra. L'école, en général, nos écoles connaissent bien la situation des étudiants étrangers. Et les préfectures, eux aussi, ils le savent très bien. Et lorsqu'ils te donnent le récépissé, comme on l'a dit. Et puis surtout, l'enjeu du titre de séjour, c'est de justifier quelle est l'activité que tu fais sur place. Donc, dès le moment où tu continues à justifier ta présence sur le territoire, ils comprendront que c'est dans ton message, j'ai envie de dire. Donc, je pense qu'on va sortir de ce point. Mais rapidement, j'ai quand même envie de parler du salariat parce que c'est quand même une étape aussi importante, parce que, peu importe le type d'études que tu as fait, je pense que le premier salaire pour quelqu'un qui fait cette transition-là, je précise bien pour ceux qui quittent de l'académie au milieu professionnel, le premier salaire est toujours, il y a toujours un gros gap en plus, hein. Oui, il est toujours plus élevé que ce qu'on a pu avoir avant, que ce soit la caution, que ce soit les jobs étudiants qu'on a pu faire. Donc c'est toujours deux, 3 fois plus élevé. Donc c'est quand même une grosse somme qu'on reçoit, et c'est ce qui concrétise cette entrée là dans le milieu professionnel, parce que dès que tu travailles, tu commences à produire. Donc toi, j'ai envie de demander le salaire. Est-ce que comment tu as géré cette étape-là? Comment tu as vécu ça, le fait d'avoir du jour au lendemain un peu plus d'argent sur ton compte bancaire? Comment tu as géré ça? La question, c'est de savoir, est-ce que le samedi après, j'ai retiré tous les habits, je suis allé en boîte, j'ai flambé les bouteilles de champagne. Allez, c'est ce que tu as fait, dis-nous. Ça nous intéresse. Non. Franchement, je l'ai pas fait, je l'ai pas vécu comme ça, parce que une fois que j'ai traversé l'étape du titre de séjour pour mon stage, j'ai compris quelle serait la suite. Pour moi, à ce moment-là, j'avais traversé toutes les difficultés, tu vois, et je savais très bien, même pendant mon stage de fin d'études, quel type de travail je vais avoir, quel poste je vais avoir, et dans quel job je vais travailler. Donc, je l'avais tellement visualisé. C'était tellement clair dans ma tête que le jour où mon premier salaire atterrit dans mes mains, j'ai eu l'impression. C'était normal. Ouais, c'est que c'était normal. Je n'ai pas eu une impression de nouveauté. De nouveau, oui. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas eu de surprise. Tellement l'effort. C'est ça. Au bout de l'effort, le réconfort, hein. Tu vois, au bout de l'effort, le réconfort. Quand moi, je l'ai eu mon salaire, je me suis dit, encore heureux. Tu vois un peu. Exactement. Donc, après, chacun appréhende le fait différemment. Moi, je me rappelle, pareil aussi, lorsque tu décroches ton premier contrat, de CDI surtout, moi, je me rappelle, j'étais avec ma famille, chez mon oncle. Ils me disent, ouais, Yvon, c'est génial, c'est la fête, il faut arroser tout ça. Moi, je me dis, mais non, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai fait mon stage, j'ai cherché le travail pendant 4 mois, encore heureux que je trouve un CDI à la fin. C'est normal, mais après, il faut bien sûr, après, il faut fêter ces moments. Lorsque tu prends du recul, tu te rends compte que tu es quand même chanceux.
en regardant d'où tu viens, sachant que tu as quitté du Cameroun, tu es venu ici, tu as fait tes études, tu as obtenu ton diplôme malgré tes difficultés financières. Exactement. Et toutes les autres difficultés de type de séjour administratif. Tu as réussi à t'en sortir, retrouver ton CDI, qui est de base la mission qui a été donnée par tes parents, tu vois un peu. C'est un peu ça l'objectif de tes parents pour toi. Donc, une fois que tu l'as accompli, franchement, c'est une étape de franchie. Et je n'en veux pas à ceux qui ont pété les bouteilles de champagne. Il faut célébrer. Il faut savourer les petites réussites de la vie. Hein. C'est ça. Je pense qu'il faut savourer les petites réussites de la vie. Mais après, c'est avec, faut le faire avec une certaine mesure aussi. Ça dépend des gens. Ça dépend de chacun. Toi, tu l'as vécu comment? On va pas entrer dans les détails. Moi, je l'ai vécu un peu comme toi. C'était normal. Petite anecdote. Moi, lorsque j'ai reçu mon premier salaire, je me suis dit directement, l'agence ne va pas me suffire. Exactement. Je me suis dit, il a même impression. De façon instinctive, je me suis dit, cet argent, au vu des projets que j'avais vis-à-vis d'une certaine rémunération, je me suis directement dit que la rémunération proposée par l'option salariale qui est celle dans laquelle je suis actuellement ne serait pas suffisante pour ces projets-là. Et dans ce registre-là, ça ne représentait pas forcément une joie pour moi, mais je reconnais quand même que c'est une étape de franchise. Voilà, c'est une étape de franchise. Et puis, non, ouais. j'en suis reconnaissant. Ouais, c'est très pertinent que tu évoques ce point-là, parce que moi aussi, je me rappelle, une fois que je reçois mon salaire, quand je vois mon oncle, j'étais avec lui à l'époque, je vivais chez lui, la première question que je lui pose, c'est, en moyenne, chaque année, on a combien de pourcents d'augmentation? Parce que là, ça va pas Il me dit, dans le monde du salariat, si tu es très chanceux, tu as 5% chaque année, je calcule, je dis, attends. 100 € net par mois chaque année, très chanceux. Non, c'est pas possible. Il dit, mais non, si tu changes d'entreprise après 3 mois, tu as un gap salarial, tu peux prendre 10-15%, je calcule. 350 € par mois de plus, pour 5 ans de travail. Ah non, là, franchement. Oui. C'est franchement une étape importante. C'est pas une fin en soi, quoi. C'est là que tu vois les limites Exactement. Et puis, c'est aussi énormément lié à tes projets. Enfin, ce que tu comptes en faire. J'ai envie de dire, ça me permet d'embrayer un peu. Il y a une grosse hype sur le salaire. Une grosse hype qui est faite sur ce salaire-là. Lorsque tu es jeune salarié, on te pose beaucoup la question. Tu touches combien? Tu gagnes combien? Tu touches combien? Tu gagnes combien? Tu as quel salaire mensuel? Et très souvent, lorsque les gens négocient leur salaire, parce que entrer dans le monde professionnel aussi, c'est aussi de négocier son salaire. Lorsqu'ils négocient, ils ne corrèlent pas cette négociation à un besoin réel. Enfin, il y a un besoin, mais le besoin, c'est d'avoir le salaire le plus élevé possible. Le besoin de tous. Oui, et dans ces conditions-là, enfin, c'est bien. Dans ces conditions, les gens arrivent souvent à avoir un salaire bien élevé, mais on parlait de la gestion tout à l'heure. Est-ce que ce salaire élevé, la gestion est optimale? Parce que lorsque tu as un gros salaire et que tu n'arrives pas à bien le gérer, ça ne sert à rien. Donc, je pense que il y a une grosse hype sur ce salaire qui motive principalement les prétentions salariales des gens, et au final, ils arrivent à en oublier les fondamentaux qui sont la gestion financière. Parce que c'est un choc quand même de quitter il y a des gens qui quittent de rien du tout, parce qu'il y a des gens qui avaient des activités, qui faisaient des jobs, qui avaient des activités, certains qui cuisinaient, qui coiffaient, qui faisaient des déménagements et consorts, donc il y avait une certaine petite rentrée d'argent quand même, mais il y a des gens qui étaient vraiment focus sur leurs études, et donc d'un moment à l'autre, ils se retrouvent à avoir une somme assez relativement considérable. Donc si on n'est pas préparé, je pense que ça peut être mal géré, au moins pour les premiers mois. Après on s'y fait, avec le temps on s'y fait, mais gardons ce sujet-là pour les études. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont bien envie d'approfondir sur la question. Moi, j'ai envie de penser là directement aux options, parce que là, je pense que ceux qui nous ont suivis ont compris qu'on était dans les options salariales, nous. Mais c'est pas la seule option. Lorsqu'on parle du monde professionnel, le monde professionnel, il est vraiment vague. Il n'y a pas que l'option salariale, il y en a plusieurs. Donc, toi, comment est-ce que tu l'as vécu, ça, cette entrée dans le monde professionnel? Est-ce que tu t'es naturellement dirigé vers le salariat? Est-ce que tu avais une vision vis-à-vis de cette option professionnelle? Est-ce que tu te vois, de façon pérenne dans ça, ou est-ce que quelle est ta vision sur les options professionnelles? J'ai envie de citer peut-être, tu citeras peut-être aussi, mais lorsqu'on parle d'options professionnelles,
Moi, j'en vois quelques-unes. Il y a le salariat, bien évidemment, également l'entrepreneuriat, mais je vois plus loin aussi. Je peux parler également de freelance. Je peux parler également, ça c'est moins commun, mais de chef de projet. Chef de projet, c'est pas réellement une option professionnelle parce que ça rentre souvent dans le cadre du salariat. Mais il y a des gens qui peuvent décider de n'être que chef de projet à la sortie académique. Très souvent, c'est dans les boîtes qui font des prestations de services, que ce soit pour des ingénieurs en conseil, que ce soit pour des boîtes qui font des services, qui font des essais pour des industries. Voilà, prestations de services. Et généralement, dans ces boîtes de prestations de services, là, il y a ce qu'on appelle des lots ou des projets. Donc, vu qu'on fait de la prestation, on a un client qui a un projet vis-à-vis de nous et on met souvent des chefs de projet sur ces projets. Donc, il y a des gens qui peuvent vouloir se diriger uniquement vers ce type d'entreprise-là où ils seront dans une stature, dans une posture où ils seront chefs de projet à chaque instant. Et l'idée, c'est de pouvoir poursuivre dans ça pour être peut-être chef d'entreprise plus tard. Donc moi, c'est pas réellement une option. Ouais, au début. Ça demande une certaine expérience quand même. Pas forcément. Il y a ce qu'on appelle, même dans le milieu du conseil, il y a ce qu'on appelle les ingénieurs d'affaires. Oui, les ingénieurs d'affaires, en réalité, c'est des chefs de projet. Mais on peut être ingénieur d'affaires à T0. Lorsque tu sors de l'école, tu peux directement être ingénieur d'affaires. Ça, c'est vrai. Voilà. Tu peux être chef de projet, par exemple, pour une boîte qui facture des essais climatiques, disons-le, par exemple, pour une industrie qui facture des essais climatiques, des essais mécaniques, des essais électriques et consorts. Il y a des lots, comme je disais, des lots qui se gèrent par des chefs de projet. Les chefs de projet, c'est un peu un support industriel, support technique. Donc, il n'a pas réellement vocation à manager une équipe, parce que très souvent, on lit chef de projet à équipe. Oui, c'est pas le lien que j'ai fait. C'est pas forcément ça. Je demandais. Il est vraiment chef d'un projet vis-à-vis d'une structure, mais il n'a pas forcément cet aspect où il doit gérer une équipe et consort, mais il reste quand même l'intitulé de son poste, c'est vraiment chef de projet. Donc moi je rajouterais un appendice, si tu veux, un appendice. Oui, c'est très intéressant parce qu'il y a une notion d'indépendance dans ce poste-là. Voilà, exactement. D'indépendance et de responsabilité. De responsabilité. C'est avoir une responsabilité aussi. Donc comment toi tu le voyais? Alors oui, comme tu as cité le salariat, le freelance, l'entrepreneuriat et chef de projet ou des postes à responsabilité. Des postes à responsabilité, disons-le. Ouais, au sein des entreprises. Quand je suis, déjà je veux mettre le contexte. Quand je parlais de projet professionnel tout à l'heure pour la 4e année, mon projet professionnel n'allait pas plus loin que je veux devenir ingénieur dans tel domaine. Ça s'arrêtait là, tu vois. Et lorsque je trouve mon travail, là, je me rends compte que, attends, là, vous êtes en train de me dire que pendant 40 ans, je veux faire ça. Jusqu'à l'âge de la retraite, je veux faire ça tous les jours, métro, au boulot, dodo, un autre sujet. Pendant 40 ans, attends, c'est pas possible. Du coup, quelles sont les opportunités? Qu'est-ce que je peux faire ensuite, à part et à côté? Là, arrive une grosse phase de remise en question. Et je me rends compte qu'il y a comme tu as cité, deux façons d'évoluer. Soit tu restes dans la même entreprise et tu vises des postes managériaux ou des postes à responsabilité et à autonomie. Soit tu te mets en auto-entrepreneur dans un domaine bien choisi. Peut-être d'abord en side business. Un autre sujet. Hein. Les sujets fusent. C'est très vaste. Peut-être d'abord en side business et puis à temps plein. Et après ça, tu peux transiter, tu as déjà peut-être des moyens, des ressources nécessaires en fonction de ton domaine pour devenir entrepreneur à temps plein. Moi, le parcours que je vois, franchement, je ne me vois pas salarié pendant 40 ans. Parce que les évolutions salariales et professionnelles sont quand même limitées. J'ai envie de le dire. Après, ça dépend du domaine. Aujourd'hui, je suis ingénieur. Si je quitte l'ingénieur de l'entreprise où je suis actuellement, un ingénieur chez Google, je fais x3 mon salaire. Ça, c'est une évolution professionnelle. C'est une bonne motivation. Tu vois, effectivement. Donc, ça, c'est conséquent. Je suis resté salarié. J'ai fait x3 mon salaire. C'est conséquent, on n'a rien à dire. Mais pour le faire, il faut avoir défini son parcours bien avant, avoir des compétences, des hard skills, des compétences concrètes dans ton domaine, très, très profonde, très, très claire, très fondée. Tu vois. Il n'est jamais trop tard, mais ce n'est pas mon cas. Exactement. La deuxième option, c'est d'être freelance dans un domaine à côté de celui que je fais actuellement. Moi, je suis concepteur mécanique, je suis ingénieur.
Et c'est quelque chose que j'ai commencé avant d'entrer dans le monde professionnel parce que, comme j'ai dit, pour trouver ton stage, pour te différencier et être pris par une entreprise, il faut montrer que tu fais quelque chose d'unique. Et moi, ce que j'avais choisi à l'époque, c'était de devenir freelance dans le domaine d'études que je faisais, donc c'est-à-dire la conception mécanique, un peu de la modélisation 3D surtout. Et c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup d'expérience, qui m'a apporté beaucoup de visibilité sur le marché. Et aujourd'hui encore sur LinkedIn, vu que j'ai soigné mon profil, j'ai encore des chasseurs de tête qui te contactent, tu vois, pour que je devienne freelance pour eux. Donc ça me laisse une ouverture professionnelle et je pense qu'à terme, ce sont des opportunités que je pourrais considérer. Saisir. Là, tu nous dis clairement que tu avais une stratégie, tu avais un plan que tu as bâti depuis belle lurette, qui t'a été utile, qui m'était utile, qui est toujours utile jusqu'aujourd'hui. Oui. Ça c'est très bien. Et moi, j'ai envie de dire sur le sujet que c'est un peu dommage, c'est que comme tu l'as dit, tu t'es rendu compte une fois dans le salariat que tu ne te verrais pas être dans ce secteur-là pendant plusieurs années. Et très souvent, c'est la désillusion que plusieurs salariés ont les premiers mois, les premières années, lorsqu'ils commencent à travailler, se remettent en question, à une sorte d'introspection de savoir quelle est la suite. C'est quoi la suite du programme? Quoi la suite? Et ça c'est dû au fait que le système promeut plus le salariat. Le système n'offre pas d'autres perspectives. Il n'ouvre pas assez l'imaginaire des gens sur cette question d'option professionnelle. C'est un petit peu comme la question qu'on pose à tout le monde, hein, dès le bas âge. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus tard? Plus tard, quand tu vas grandir, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je dirais que j'ai envie de dire que sur cette question, on doit ajouter comment est-ce que tu veux le faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment est-ce que tu veux le faire? Parce que qu'est-ce que tu veux faire, c'est pas suffisant. Je vais être médecin, je vais être ingénieur, je vais être, je sais pas moi, je vais être astronaute. Mais comment est-ce que je vais être astronaute? Est-ce que c'est sous la coupole d'une entreprise en tant que salarié? Est-ce que c'est en freelance, en proposant mes services de façon libre et autonome? Est-ce que c'est en créant moi ma propre structure, ma propre unité de valeur? Comment est-ce que je compte le faire? Je pense que c'est une question qu'on doit beaucoup se poser aujourd'hui, parce que le salariat, surtout, à mon sens, hein, le salariat, c'est une règle universelle. Et on sait très bien, les règles, c'est établi pour convenir à la majorité. Mais à côté de la majorité, il y a une minorité. Et très souvent, la minorité se retrouve à suivre les règles. Pourtant, c'est pas forcément ce qui leur convient. Donc, j'ai envie de dire que chacun doit vraiment réfléchir à quel type d'option professionnelle il souhaite avoir, parce que une fois qu'on est engrainé dans un mécanisme, c'est pas compliqué d'en sortir. Si on est les petits poissons de l'océan. On va peut-être mettre la vidéo, parce qu'il y a une vidéo qui parle de ce sujet. Effectivement. Tu es un petit poisson. On commence à être étouffé en référence. Là, quand même des références, ça c'est vrai. Là, quand même des références. Ça c'est vrai, donc c'est ce que j'avais un peu. Ce que je rajouterais, c'est un peu l'aspect aussi vision de la diaspora. En réalité, comme tu l'as évoqué plus tôt, le salariat, c'est le chemin universel, le chemin de base, le chemin qui était tracé pour la masse, entre guillemets, tu vois. Pas que ce soit mauvais d'être salarié. Oui, bien sûr. Ça dépend, bien sûr, de quel type de salarié tu es. Il y a beaucoup de variations à l'intérieur du métier. Mais c'était tracé pour la majorité. Et je fais un focus sur la diaspora africaine parce que nous, dans nos pays, finir ses études et travailler dans le domaine dans lequel on est étudié, ce n'est pas la majorité du tout. C'est un luxe. C'est très rare, tu vois un peu. Exactement. Et c'est pour ça que nos parents font tous ces efforts, se sont démenés autant pour nous envoyer ici en Europe, continuer nos études et exprimer nos talents dans notre domaine de formation. Du coup, lorsqu'on arrive là, ayant le prisme de nos pays en Afrique, ayant le prisme du pays dans lequel le luxe, c'est de trouver un métier d'ingénieur. Quand tu arrives là, tu trouves ton métier d'ingénieur, tu es super content, tu penses que c'est le Graal, tu penses que c'est le summum. Ça, c'est la première facette. Et la deuxième facette, ensuite, tu te sens vide. Tu te dis, attends, si je suis arrivé, si c'est pour ça qu'on m'a formé depuis que je suis tout petit, une fois que je suis là, qu'est-ce que je fais plus tard? Exactement. J'ai envie de faire même, je te laisse terminer, vas-y. Oui. Qu'est-ce que je fais plus tard? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle ensemble pour élargir le sujet, élargir des possibilités, en parler de toutes les options disponibles, de toutes les évolutions Exactement. Même au sein du métier de salariat possible.
Parce qu'il y en a plusieurs. Et pour que tous ceux qui sentent avoir atteint le plafond, un plafond de verre, lorsqu'ils arrivent dans le monde professionnel et lorsqu'ils décrochent le diplôme, se disent que non, il y a encore tout un chemin à parcourir derrière et toutes d'autres possibilités. Et ce qu'on dit, c'est pas du tout qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, hein, pas du tout. C'est ça. Dire qu'il y en a plusieurs et que celle qui te convient, qui est le plus adaptée à toi, n'est pas forcément celle que tu convoites ou celle dans laquelle tu es. Donc vraiment réfléchir sur la question. Et je voulais tout à l'heure piquer parce que tu as beaucoup prononcé le mot ingénieur. C'est quoi ingénieur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on met dans ce mot? On va pas en parler parce que c'est très épineux ce sujet. C'est épineux. Tu me rappelles des traumatismes là. C'est très épineux. Qu'est-ce qu'on met d'ingénieur? Est-ce que le mot ingénieur a le poids ou la valeur qu'il avait dans le temps? Ça, c'est une grosse question qu'on traitera peut-être, qu'on traitera sûrement même sur notre podcast. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous les amis. Abonnez-vous. J'ai également envie de parler, en dehors de cet aspect option professionnelle là, j'ai envie de parler d'intégration. Parce que dès le moment où tu as fait ta transition, dès le moment où tu as choisi ton option qui te convient, dans laquelle tu es à l'aise, il faut s'adapter. Il faut s'adapter au nouvel environnement, parce que là, tu étais dans l'environnement académique qui a des codes, et l'environnement professionnel a lui ses codes, l'environnement professionnel a lui ses codes, d'autant plus pour ceux qui sont en diaspora. Donc, il y a une double adaptation, j'ai envie de dire, à avoir. Est-ce que cette adaptation s'est faite naturellement pour toi, sans stress, assez, ça a coulé comme, est-ce que ça a coulé, que ça a coulé de source où tu as rencontré des challenges, des difficultés, des trucs que tu as envie de remonter? Ça a été comment, l'adaptation pour toi? L'adaptation, pour moi, je dirais, c'est faite, j'ai envie de dire naturellement, mais avec du recul, je me rends compte qu'avant d'entrer dans le monde professionnel, je ne m'étais jamais adapté au milieu français. Donc, au milieu académique. Pourquoi? Parce que lorsque je faisais mes études, je suis arrivé là en 2019, 2020, j'ai fini en 2022, 2023. Je suis arrivé en pleine période de Covid. Dans aucun moment, j'ai eu à m'adapter à l'école, à l'université, pendant ma formation. Et lorsque je suis arrivé dans le milieu professionnel, j'ai découvert un peu tout. Pour la première fois, bon, je m'en étais déjà rendu compte un peu avant, mais là, je me suis rendu compte qu'en fait, attends, quand je parle là avec mon accent camerounais, ils ne comprennent pas. Je dois répéter la même phrase 2-3 fois pour qu'ils comprennent, tu vois. En général, ce sont des petits trucs, c'est cette adaptation de communication, tu vois. Oui, très important, ça, la communication. Cette difficulté à communiquer, donc, j'ai une difficulté à communiquer avec mes collègues. Et normalement, c'est une difficulté, c'est un truc auquel tu t'adaptes lorsque tu es étudiant. Parce que quand tu parles français, j'ai envie de dire. On parle tous français, il faut leur demander pour qu'ils ne comprennent pas. Non, mais l'accent, il faut le dire, l'accent. Non, franchement, l'accent, ça compte. Parce que petite parenthèse, attends, je finis. Vas-y. Vite fait sur l'accent. Petite parenthèse, on se demande pourquoi ils ne comprennent pas qu'on parle français. Mais il faut se dire que nous, on a grandi en regardant TF1. Exactement. France 2. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que tu voulais dire. NT1. On a grandi en regardant des films français, des comédies françaises. Donc, ça fait des dizaines d'années qu'on est baigné dans leur accent. Et eux, n'ont jamais vu, je ne sais pas, ta chaîne nationale de ton pays d'origine. Donc, quand tu arrives avec ton accent, franchement, ils découvrent complètement sur le tas. Donc, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que toi, tu as une meilleure capacité d'écoute, ou bien que toi, tu es plus intègre, ou bien tu es plus sociable, non. C'est que tu as été plus entraîné à leur accent. Ouais, c'est juste l'habitude. C'est juste l'habitude. Il y a d'abord cette difficulté à communiquer que j'ai rencontrée. Et ensuite, l'intégration, ça se fait dans les deux sens. Il y a un peu comment gérer son africanité. Il y a ceux très important qui ne s'intègrent pas assez. Des gens comme moi qui au début venaient au travail avec leur galette, leur marquette de nourriture, son bon manioc, et sa sauce mafé. Je l'ai fait en plus. Mais mes collègues, ils étaient ouverts d'esprit. Il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Ça dépend du milieu professionnel, il faut s'adapter justement. Donc il y a ceux qui assument un peu trop l'africanité. Je ne sais pas si c'est trop à définir par chacun. Il y a ceux qui n'assument pas du tout, qui arrivent dans un milieu deviennent subitement des Français. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de dénigrer par derrière ton propre pays, tes compatriotes et tes frères. Donc, parce que ça ne rajoute aucune valeur à leurs yeux que tu sois en train de dénigrer tes propres frères. À aucun moment, ils se disent, OK, ça va. Parce qu'il est insultable, moi, Aya Nakamura, 3 fois aujourd'hui, il est français, c'est bon. Non, ça marche pas comme ça, les amis. C'est dommage, mais c'est souvent,
dans le dénigrement qu'on arrive à attirer les gens vers soi. Enfin, c'est des sujets qui intéressent souvent les gens. Mais sur cette question d'intégration, là tu parles d'intégration sociale précisément. Ça fait pas partie précisément des points que j'avais envie d'aborder, mais c'est un point également très important. Mais j'ai envie de préciser ici là que lorsque tu es quelqu'un de sociable, qui aime être en harmonie avec ses collègues, parce que l'on parle du monde professionnel, je vais pas parler de la société, mais ses collègues, qui aiment discuter avec ses collègues, qui aiment faire des sorties, qui aiment faire des pauses café, des discussions entre deux signatures de documents et consorts. Dans ce cas, oui, pour ma part, tu dois mettre ton africanité en avant. C'est dans la diversité qu'on crée vraiment, qu'on crée vraiment de l'harmonie. Il n'est pas question de s'assimiler, enfin, de faire de la pseudo-assimilation, de faire tout comme un Français, de manger comme un, pour ton cas qui travaille en France, de faire tout comme un Français, de manger comme un Français, de temps en temps, tu peux montrer, il faut être naturel parce qu'il faut savoir que ceux-là, très souvent, sont ignorants de la culture africaine. Ça, il faut le dire. Et comme je le disais, je crois que je l'avais dit dans un précédent podcast, ils sont ignorants, mais ils sont curieux de savoir. Donc, pour eux, ça n'a aucune valeur ajoutée de discuter avec un Africain qui ne parle jamais de l'Afrique. Donc, soyez naturel, soyez vous sur la question de la communication. N'exagérez pas. J'ai pas envie de porter quelques jugements que ce soit, mais il y a des gens qui ne font aucun effort d'accent, j'ai envie de dire. Mais lorsque tu vis en société, il faut au minimum t'adapter. Si tu te rends compte qu'avec ton accent, on ne t'entend vraiment pas, il doit faire bien sûr l'effort d'audition, mais il faut aussi l'effort d'allocution pour être mieux compris sur cette question de la langue là. Mais il n'est pas question de totalement bâcher ton accent, non. Tu veux juste être plus audible. Plus audible. Faut pas. Tu veux être compris. Il n'est pas question de rouler les R, non, pas du tout. Il faut être naturel. Faut manger local et expliquer ce que tu manges, ça intéresse les gens. Parler de ton pays, raconter tes expériences. Il faut un peu édulcorer aussi des fois parce que l'Afrique souvent a des côtés choquants que les gens ne sont pas forcément prêts à écouter de prime abord parce qu'ils sont, comme on l'a dit, ignorants. Donc, essaye de discuter avec les gens dans le sens d'attiser leur curiosité. Et une fois qu'ils seront vraiment intéressés par en savoir plus, là, tu pourras vraiment tout déballer. Mais dans les débuts, il faut un peu édulcorer les choses, mais vraiment être naturel. Tu es un Africain à l'étranger, ça se voit physiquement, donc il n'y a pas le moyen de te cacher, soit toi et puis évolue. Sauf si tu as un truc à rajouter, je vais parler des points. Non, je vais ajouter une petite parenthèse. Ouais, je voulais parler justement dans la présentation de son pays, un peu de sa culture, de ses petites habitudes. Les amis, s'il vous plaît, quand vous parlez de vos pays, arrêtez de dire chez nous en Afrique on fait ci, on fait ça. Parce que vous êtes les premiers à vous plaindre du fait que les Français passent le temps à mélanger, à faire l'amalgame entre tous les pays d'Afrique et à mélanger. Les Européens. Les Occidentaux. Les Occidentaux en général. Pas seulement les Français. Merci. Vous êtes les premiers à vous plaindre sur le fait que, donc, on parle de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Mali, du Sénégal, même du Nigeria, du Kenya, du Cap-Vert. Pour eux, tout ça, c'est l'Afrique. Mais vous aussi faites un effort de votre côté. Si tu veux parler d'une danse, d'un plat, tu dis non, chez moi, au Sénégal, ça se passe comme ça. Arrête toi-même d'utiliser le mot Afrique. Tu vas faire un effort aussi. Ça, c'est une question. C'est un petit échange. C'est une petite parenthèse. C'est une question. C'est pas une parenthèse, ça. C'est un débat profond, mais vraiment très profond, parce que certes, l'Afrique est constituée de plusieurs pays. Mais il y a des gens qui pensent encore aujourd'hui que l'Afrique, c'est un État, on doit revenir à l'État fédéral d'Afrique. Donc, pour cela, et je peux le comprendre, on ne doit pas parler de spécificité, mais on doit vraiment parler d'Afrique. Donc, il y a vraiment deux camps. S'il y a deux camps sur ce sujet-là. Sur notre débat. N'entrons pas dans ce débat aujourd'hui parce qu'il est vraiment profond. Si c'est un conflit d'idéologie, le débat est profond. Voilà, c'est vraiment un conflit idéologique parce qu'on sait tous quelles sont les causes de la répartition de l'Afrique en plusieurs pays. On va pas dire c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je voulais juste te dire que c'est un débat vraiment très profond et je pense qu'on le traitera. On le traitera bien sûr. Je vais juste te parler de mes points. Ouais, vas-y. Lorsqu'on parle d'intégration, je vais laisser l'aspect sociologique. Tu l'as remonté, on l'a traité, mais je vais parler vraiment de l'aspect professionnel. Moi, je le scinde
en trois parties principales, trois étapes, pas parties, mais trois étapes principales. Premièrement, c'est la réputation. Deuxièmement, c'est le travail de fond. Et troisièmement, c'est la personnalité professionnelle. Je m'explique. Explique-toi. La réputation, c'est que lorsque tu arrives dans un nouvel environnement professionnel, dans une entreprise, tu es nouveau, on te connaît pas. C'est qui est normal, on te connaît pas. Okay. Donc, on va chercher à te connaître et très souvent, on définit toute une personne par seulement les premiers éléments qu'on voit de lui. Donc, dès le moment où tu arrives, tu dois t'atteler à travailler, à construire ta réputation. Et vu qu'on est dans le monde professionnel, la réputation de quelqu'un, tu dois te forger une réputation de quelqu'un qui travaille bien. Tu dois travailler bien et montrer surtout que tu travailles bien. Ça, c'est aussi une autre grosse question. Les gens qui n'aiment pas le travail apparent. Mais moi, je pense que au début, tu dois faire un peu de travail apparent. Donc, tu dois venir le plus tôt. Oui, tu dois rentrer le plus tard. Non, c'est très important. Tu dois livrer tes rapports à l'avance. Tu dois être une force de proposition. Donc, au début, vraiment, tu dois te construire une réputation de quelqu'un qui travaille bien. Une fois que c'est fait, là, maintenant, tu peux laisser les artifices parce que tu as ta réputation. Maintenant, tu dois t'axer sur le travail de fond. Que ça aussi, c'est un bon moyen de s'intégrer. Tu dois produire du travail de qualité. Tu dois laisser les apparats. Tu dois laisser le présentéisme légendaire parce que on te connaît déjà. Tu es déjà en quelque sorte intégré. Donc, tu n'as plus besoin tu n'as plus besoin du paraître. Dès le moment où tu as franchi la première étape, où je parlais de la réputation, on se concentre maintenant plus sur ce que tu fais réellement, sur ton travail de fond. Donc, tu dois peaufiner ce travail de fond-là, parce que c'est également un moyen d'intégration. Et dès le moment où ça c'est fait, tu dois te construire une réputation, tu dois te construire une personnalité professionnelle. Ça, c'est très important. Et ça, c'est quoi, la personnalité professionnelle? Tu dois pas être un béni oui. Ah oui, ça, c'est voilà. Tu ne dois pas être un souffre-douleur de qui que ce soit. Tu dois pas être néant, en fait, en termes de personnalité. Tu dois avoir une personnalité. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu dois le dire. Si tu aimes quelque chose, tu dois le dire. On doit pouvoir te définir. Si tu n'aimes pas les pauses café, tu dois le dire ouvertement à tes collègues. Tu ne dois pas te sentir, tu ne dois pas aller à contre-cœur tout le temps aux pauses de café. Si tu n'aimes pas trop discuter, discussion professionnelle, parce que ça dépend de la discussion. Si tu n'aimes pas les discussions dans les heures de travail. Non, je parle même pas de discussion, de distraction. Je parle de discussion vraiment professionnelle. Parce qu'il y a des collègues, lorsqu'ils veulent te présenter un sujet. Ils te mettent un point d'une heure. Ou pendant les 1 heure, vous parlez, mais il n'y a que 10 minutes en réalité de contenu. Ah oui. Et là, tu sens que tu perds ton temps. Dis-le. Là, tu le dis très clairement. Il faut dire que tu aimes des interactions précises et concises. Ouais, tu dois le recadrer. C'est quelque chose que j'ai fait d'ailleurs. Oui, ça, tu dois avoir vraiment une personnalité. Si tu es quelqu'un qui aime l'idée, qui aime manager ses sujets, qui n'aime pas trop d'interactions extérieures, dis-le. Mets ta personnalité professionnelle en avant et voilà, c'est l'une des étapes également pour évoluer, parce que si tu n'as pas de personnalité, je ne pense pas que... C'est ça. Et c'est très important parce que mon manager, pas mon manager, un collègue me l'a dit, un collègue plus expérimenté, me l'a dit, quand tu es en entreprise, c'est vraiment toi, par ton attitude, qui construit ton chemin et ta carrière. Exactement. En fait, dans le même métier, il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Et c'est toi, par ton attitude, par ta personnalité professionnelle, comme tu l'as dit, qui construit ton propre métier à toi. Ouais, exactement. Et qui définit aussi tes perspectives d'évolution, parce que le salariat, ça va encore, parce que dans le salariat, c'est entre guillemets l'entreprise qui te bâtit ton projet professionnel et c'est à quel moment il doit te placer à quel endroit. Ouais. Mais si tu n'es pas également moteur, on ne t'y placera jamais. Donc, tu dois vraiment avoir une stratégie d'évolution que tu mettras en avant justement au travers de cette personnalité professionnelle. C'est pareil pour toutes les autres options professionnelles qu'on a justement citées tout à l'heure. Hein. Non, c'est pareil. Et ce qui manque généralement aux gens pour mettre en avant les personnalités professionnelles ou bien être moteur de ce qu'ils veulent devenir, c'est de l'ambition. Je pense que c'est ça la dernière partie justement. On va parler également d'ambition. L'ambition professionnelle. Parce que l'ambition, on a un peu évité d'en parler maintenant, mais c'est vraiment ce qui rentre en compte dans l'équation dès les périodes de stage. Exactement. Ça rentre en compte dans l'équation dès les périodes de stage. Et moi, je me rappelle l'ambition et le rêve aussi. Il faut pas s'interdire de rêver. Moi,
Je me rappelle un petit exemple où j'ai fréquenté dans mon école, les salaires de sortie des ingénieurs étaient, pour mon métier, entre 28 et 30 000. Tu vois? Donc, lorsque je sors de là, moi, je me dis, déjà d'un, je ne suis pas le plus fort de ma promo. De deux, je n'ai peut-être pas la meilleure expérience professionnelle. En vrai, qu'est-ce que j'en sais, tu vois? J'ai tout fait pour me construire un bon CV, mais je n'en sais rien comparé au marché actuel de l'emploi. Donc, si j'ai réussi à décrocher 28 000 euros par an, c'est très bien. Mais il a fallu que j'ai un ami qui se lève un matin qui me dise, alors Yvan, comment tu vas? Moi, j'ai 45 000, que ça bouleverse toutes mes croyances limitantes, tu vois un peu. Je me suis dit, attends, 45 000? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il fait que je n'ai pas fait? Moi, je connais Jojo. Qu'est-ce qu'il faut au quotidien? C'est un gros coup, là, c'est un gros choc. C'est un gros choc, tu vois, ça te brise les croyances limitantes, ça t'ouvre, en fait, les perspectives, et là, tu commences à rêver, tu dis, attends, je croyais que c'était 28 000. Moi, on m'a dit que 45 000, c'est possible. Mais pourquoi pas 50 000, en fait? Et qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place pour être à 55 000, peut-être dans 2 ans? Et là, c'est de là que rentre l'ambition. Tu deviens moteur, toi-même, de ton parcours, de ton évolution. Et quelle que soit la branche professionnelle que tu as choisie, salariat, chef de projet, entrepreneuriat ou freelance, si tu ne sais pas où tu vas aller, si tu ne rêves pas suffisamment grand, tu vas toujours finir par plafonner. Exactement. Je suis totalement d'accord parce que, comme on le disait au préalable, c'est que le monde professionnel, il est hyper vaste. Il y a plusieurs options et dans chaque option, c'est hyper vaste. Tu as des salariés qui touchent 20 000 euros par mois et des salariés qui en touchent 300 000. C'est ça. Donc, le monde est tellement vaste. Et ce qui est dommage, c'est que, en fonction des secteurs, en fonction des milieux, notamment des écoles, il y a un imaginaire qui est partagé, c'est-à-dire une croyance qui est partagée comme quoi il y a une fourchette de salaire, une fourchette salariale dans laquelle on place des gens et puis tout le monde s'attelle non seulement à la fourchette salariale, mais également au type de poste qu'on peut avoir, au type d'option professionnelle. Donc c'est vraiment un truc qui est encadré, dans lequel on essaye d'emprisonner les gens, et ça j'ai envie de dire que ça les aveugle même sur tout le champ, toutes les possibilités, tout le champ de possibilités qu'il peut avoir autour. Et on a beaucoup. Et on va pas les citer ici. Je pense qu'une fois qu'on l'a dit, les gens seront bien au courant. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut faire ce qu'il faut pour être moteur justement de cette carrière professionnelle. Et il faut être ambitieux. Il faut rêver parce que il faut rêver. Il y a tellement de possibilités atteignables qu'il faut rêver. Il faut pas hésiter à se former techniquement. Formez-vous en management. Changez d'environnement s'il le faut. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le pays dans lequel vous avez fait vos études. Vous pouvez changer de pays pour aller dans un autre pays qui correspond mieux à votre domaine professionnel, à vos prétentions salariales. Vous pouvez changer de pays. Ça, n'hésitez pas. Donc, explorez vraiment toutes les possibilités qui peuvent se présenter à vous, et suivez vos rêves, suivez vos ambitions, parce que c'est le projet qui définit les moyens et non l'inverse. Donc, si vous avez des projets, si vous avez des désirs, si vous avez des rêves, vous trouverez forcément les moyens pour atteindre ces rêves-là. Donc, c'est à peu près ça. Oui, je pense qu'on a fait le tour, et peut-être si je dois recontextualiser un peu à la diaspora encore, à nous. C'est un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Lorsqu'on arrive ici à la diaspora, on ne rêve pas plus haut que de finir ses études, décrocher son diplôme et trouver un travail. C'est difficile dans ces circonstances-là, même si tu es le plus intelligent, même si tu es le plus brillant, même si tu es le plus moteur au travail, si dans ton inconscient, ta croyance limitante, c'est mon but dans la vie, c'est d'avoir mon diplôme et trouver un CDI, tu vas t'arrêter là, et c'est là que tu vas te plafonner. C'est ce qui m'est pas arrivé. Lorsque je décroche mon CDI, je me rappelle, je n'avais jamais été dans une aussi grosse phase d'introspection. J'ai même commencé à éplucher les livres philosophiques et tout pour me demander, mais attends. Moi, j'étais persuadé inconsciemment, hein, que pour moi, le but de la vie, c'est de trouver mon travail. J'ai trouvé le travail. C'est quoi la suite? C'est donc quoi le but de la vie? C'est d'être le plus riche. C'est d'avoir la valeur la plus élevée pour sa communauté, d'apporter le plus à la société,
c'est quoi? Quelle est ta valeur ajoutée? Quelle est ta valeur ajoutée, en fait? Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? C'est quoi la suite? À partir de là, ta vie va ressembler à quoi? Et c'est très important de ne pas se dire, non, moi, je suis le genre de personne qui ne rêve pas. Non, je ne suis pas assez intelligent pour me définir un projet professionnel. Non, moi, de toutes les façons, j'ai toujours suivi le troupeau. Je vais où le vent m'amène. Je vis au jour le jour. Non. À un moment donné, il va falloir se poser et se demander très clairement. Exactement. C'est vraiment les questions existentielles que je pense à un moment donné. Il n'est jamais trop tard. Je l'ai fait à l'entrée du monde pro et tout le monde peut le faire. Exactement. Voilà. C'est des questions existentielles que beaucoup de personnes se posent souvent avant, souvent après l'entrée dans le monde professionnel. Et il faut se poser ces questions. Il faut trouver les bonnes réponses. Donc là, on arrive au terme de ce dégrossissement-là. Donc le but, c'était, comme on l'a dit au début, de vraiment dégrossir le sujet, et avec les invités qui viendront intervenir sur les différents mini-thématiques qui peuvent découler de cette grosse, mais vraiment grosse thématique-là, on entrera plus en détail sur les différents aspects qu'on a abordé aujourd'hui. On a pas mal dégrossi quand même, je pense. Oui. Et voilà, on espère que ça vous intéressera. Et l'idée, c'était aussi de prendre la température. Donc, dites-nous en commentaire, est-ce que c'est ce genre de thématique, ce genre de sujet vous intéresse? Dites-nous en commentaire. Dites-nous quel genre de sujet, quel genre de sujet est-ce que vous aimeriez qu'on traite, quel est ce qui vous intéresse le plus, et puis on se fera un plaisir d'exaucer vos désirs. Hein. Voilà, donc on arrive presque à terme, mais avant de sortir, c'est le point écho. Petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, c'est qu'à la fin de chaque podcast, on vous propose comme ça un petit point écho, mais vraiment rapide, qui donne une, deux, peut-être 3 actualités surtout actualités économiques du continent africain, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas beaucoup de supports médiatiques qui en parlaient, donc on décide d'en parler comme ça rapidement, et puis on donne nos points de vue en quelques minutes sur le sujet. Donc, point écho. Point écho de ce jour, le laboratoire pharmaceutique Moderna réduit ses ambitions africaines à l'image de Pfizer et de biotech avant lui. Donc, le laboratoire pharmaceutique américain qui devait installer une chaîne de production de vaccins contre le Covid-19 sur le continent africain tire un trait sur ce projet à 200 millions de dollars. Oula. 200 millions de dollars. Donc, le laboratoire Moderna sursoit à son projet de construction d'une usine de vaccins au Kenya. Donc, dans le pays, une usine, carrément. Une usine de fabrication de vaccins au Kenya. Et la raison principale qui a été évoquée, c'est la chute drastique de la demande en vaccin Covid-19 en Afrique, compromettant ainsi l'exploitation fiable et viable d'une telle usine. Donc, les ventes, en termes d'illustration, hein, les ventes de son vaccin contre le Covid-19 devraient atteindre 4 milliards en 2024 contre 18 milliards en 2022. Donc là, on a une baisse de 80% des ventes depuis la fin du Covid. Au Kenya, ils disent que les responsables politiques ne s'avouent pas vaincus. Pour faire naître ce projet à 2 millions de dollars, le gouvernement n'avait même pas hésité en 2022 à accorder des concessions fiscales au laboratoire américain Moderna. Donc, pour la mise sur pied de cette usine qui devait permettre la fabrication de 500 millions de vaccins. 500 millions quand même. Donc, à ce jour, le gouvernement estime que les négociations ne sont pas encore complètement perdues, mais en stand-by. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui est du point écho. Donc, un laboratoire gigantesque, hein. Ouais, non, on connaît bien Moderna, qui avait en projet d'implanter une usine de fabrication de vaccins en Afrique, mais qui ne s'est pas fait. Enfin, projet qui ne s'est pas fait au final, parce que l'offre ne suivait plus la demande. Donc l'offre était trop élevée par rapport à la demande. Donc qu'est-ce que ça t'évoque ce point éco, Yvon? Qu'est-ce que ça m'évoque? D'un point de vue éco, déjà un tel gros projet sur lequel le gouvernement kenyan fait des concessions fiscales pour le mettre en place, je pense que c'est une grosse perte pour le pays, malgré tout. Même si on peut se dire que oui, c'est une entreprise pharmaceutique qui doit bien pour soigner la population. Mais c'est quand même une grosse perte économique déjà de faire des concessions fiscales pour un tel projet. Et c'est peut-être pour ça que le gouvernement essaie de les retenir, de ne pas partir. Mais je pense que moralement, ça me chatouille un peu de savoir que l'intérêt d'une telle industrie pharmaceutique, de d'avoir plus de malades,
Ils ne sont pas contents que les gens aillent bien, tu vois un peu. Ça chatouille un peu la morale, tu vois. C'est un peu bizarre que l'intérêt d'une industrie, d'une entreprise qui a pour vocation de soigner les gens, son intérêt, c'est qu'il y ait plus de personnes malades pour faire plus de bénéfices. C'est vrai que c'est un peu chatouillant, ça, c'est un peu choquant. Ouais, ça chatouille un peu. Mais ce n'est pas propre à Moderna. Je pense que toutes les industries médicales et pharmaceutiques privées, quel que soit l'endroit où c'est développé, on rencontre un peu le même dilemme moral. Donc, je ne sais pas si c'est une vraie perte pour le Kenya. Je dirais, on a envie de dire naïvement que si les gens sont de moins en moins malades. Ouais, c'est bien. Alléluia. Moi, j'ai envie de voir ce point écho. Moi, je le vois sous un triptyque. Premièrement, le serment d'Hippocrate. Tu as parlé tout à l'heure de malades et de gains. Le serment d'Hippocrate dit que l'art, premièrement, la médecine, c'est un art en faveur des malades. Il ne calcule pas. Donc, normalement, ça peut sembler chatouillant, comme tu as dit, choquant de voir une entreprise qui met en avant ses chiffres, une baisse de 80%, et à cause de ces chiffres, elle décide de surseoir un projet, de vaccin dans une zone, tout simplement parce que les bénéfices n'y seront pas conséquents, mais c'est chatouillant, mais ça me choque pas plus que ça parce que c'est l'ordre des choses, hein, c'est l'ordre des choses, du marché économique. Et c'est pas seulement propre à Moderna, comme tu l'as dit, mais en plus, c'est pas seulement propre à l'industrie pharmaceutique. C'est pour toutes les industries. Lorsqu'on a une industrie qui sort de la taille humaine, donc qui atteint une certaine envergure, on perd cette notion j'ai pas envie de dire de valeur, mais de mission, et on rentre vraiment dans le capitalisme pur. Donc c'est dommage, mais c'est le cours des choses. C'est le cours des choses. C'est pas étonnant de voir ça. Le deuxième triptyque, le deuxième point du triptyque, c'est la pharmacopée traditionnelle. Parce que là, il s'agit principalement du virus Corona. Le Covid qui a fait, un grand tollé à l'époque. Il y avait, ça a mis à nu la grosse débâcle du système sanitaire dans certains pays d'Afrique. Il y a certains qui parlaient même de rentrer sur la pharmacopée traditionnelle. Et moi, je m'appuie dessus. Pourquoi est-ce qu'on ne rentrerait pas sur une exploitation de notre pharmacopée traditionnelle qui est exploitée déjà par certains, qui marche et qui donne déjà satisfaction et qui peut m'être implanté au plan local? Parce que là, le gros problème par rapport à Moderna, c'est que c'est une industrie à d'échelle. Oui. Donc là, on ne perçoit plus la réelle mission derrière. C'est plus une industrie à profit. Et ça va même plus loin lorsqu'on parle de l'industrie pharmaceutique. Lorsque tu te renseignes un petit peu dessus, les informations que tu peux glaner sont glaçantes. On te parle de médicaments, de vaccins qui sont commercialisés mais qui ne sont pas aboutis. On te parle de lobbying qui font la promotion de ce qu'on appelle trivialement la malbouffe. On te parle de plusieurs éléments comme ça qui ne font pas, qui ne sont pas à l'honneur de cette industrie-là. Donc, est-ce que ça ne serait pas un signal d'alarme, une sonnette à l'Afrique de développer son système médical, son système de pharmacopée local? On n'est pas forcément obligé d'avoir une industrie d'échelle, parce que très souvent on se perd en essayant de copier, de calquer ailleurs. Mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir, une industrie, un mode d'industrie, un style qui nous est propre, qu'on exploite de par nos différentes connaissances parce qu'on en a, et voilà, on tirait le mieux. Et le troisième triptyque, je te laisse peut-être, parce que tu voulais embrayer sur le point de la pharmacopée traditionnelle, je te laisse. Oui, c'est ça, j'allais embrayer. Je dirais que la raison pour laquelle la médecine traditionnelle est à mon sens, ou bien est perçue comme étant moins fiable, c'est qu'on n'a pas standardisé les process de test de fiabilité pour la vérification du fait que ça soigne certaines maladies ou pas, tu vois. Ton remède traditionnel qui est censé soigner le palu, est-ce que ça sur 100 personnes qui ont le palu, est-ce que ça soigne bien 95 personnes? Donc, c'est ce genre d'informations qu'on n'a pas pour l'instant, c'est ce qu'il faudrait faire à l'échelle locale, comme tu as précisé, parce qu'une fois que tu veux le faire à une très grande échelle, hors échelle humaine, on va se retrouver face aux mêmes problématiques des industries pharmaceutiques, des industries de médecine traditionnelle qui feront forcément leur propre lobbying
pour acheter leurs boissons malgré peut-être l'efficacité relative, tu vois. Exactement. Mais moi, j'aimerais bien, ça c'est un problème que j'aimerais avoir, parce que là, au moins, l'industrie sera locale, tu vois un peu. C'est un problème que je préfère avoir. Et puis voilà, c'est du patriotisme économique. Mais après, c'est bien vrai ce que tu dis, mais l'avantage aussi de développer sa propre pharmacopée. Dans ce que je parle de développer sa pharmacopée traditionnelle, c'est bien évidemment de mettre des process, de faire des essais, de vraiment identifier les plantes, s'il s'agit des plantes, et identifier les maladies qu'elles soignent. Donc vraiment définir un système autour de tout ça, mais un système qui soit africain et pas forcément calqué sur notre système. Il y aura peut-être des bénéfices. Ça sera peut-être fastidieux, mais il faut évaluer et voir si c'est pas mieux de le faire ainsi. Pour revenir sur le triptyque, le troisième point, c'était la condescendance économique envers l'Afrique. Parce qu'on a parlé dans le point éco, je crois que on a parlé également du laboratoire qui dit non, Moderna qui dit non, on ne veut plus implanter cette usine, et le gouvernement du Kenya qui dit s'il vous plaît venez, on va vous donner des concessions fiscales, des concessions. Ça fait ça montre à souhait la condescendance économique que certains géants de l'industrie ont envers l'Afrique. Ils fixent leurs conditions, ils décident comment est-ce qu'ils vont s'implanter, quand est-ce qu'ils vont s'implanter, dans quoi est-ce qu'ils vont s'implanter, quelles sont les conditions pour qu'ils s'implantent. Des fois, on leur donne des terrains à titre onéreux, on leur fait des concessions. Des fois, les impôts ne sont même pas payés dans les pays qui abritent ces industries-là. Donc, tout simplement, c'est de la domination économique. Hein. C'est des industries qui sont lourdes, donc qui ont un gros bagage, mais qui en plus sont soutenues par les États qui ont également un gros bagage. Donc, c'est l'ordre des choses. Si tu n'as pas de poids sur le marché, effectivement, bien sûr que tu seras mangé. Ce que je voulais dire, c'est que est-ce que c'est plus de la domination et de la condescendance de leur part ou bien de la soumission de notre part? Ça les deux cas, ça revient au même. Là, les deux cas, ça revient au même. Et puis, il faut le dire, l'Afrique a un potentiel. Il y a un potentiel, donc il faut exploiter ce potentiel pour se retrouver, pour se donner du poids sur le marché économique. C'est ce que j'ai envie de dire sur ce sujet-là. Donc c'est ce que ça m'évoque. Je pense pas que j'ai grand-chose à rajouter donc, là. Fin du point éco, c'est un sujet très intéressant que nous vous invitons à approfondir parce que voilà, il y a comme ça plein de cas, de situations similaires, pas seulement dans l'industrie pharmaceutique, mais dans d'autres secteurs où on a des investissements qui sont nécessaires à l'Afrique, mais pour ça on appelle très souvent des étrangers qui viennent fixer des conditions qui au final sont pas forcément les plus favorables à ces États africains-là. Ils touchent très souvent 10 fois, 100 fois moins que ce dont ils auraient dû bénéficier si les choses fonctionnaient normalement. Donc voilà, point éco. On arrive à la fin de ce podcast-là. On espère que le contenu vous a plu, que vous avez aimé le contenu. Et on va vous donner rendez-vous pour le prochain numéro 5, dans 2 semaines. Donc dimanche, qui sera dans 2 semaines là. Donc on va vous dire bon dimanche. Bon dimanche les amis. Bon dimanche et au revoir. Et n'hésitez pas à partager avec nous en commentaire vos différentes expériences professionnelles. Les commentaires surtout. Abonnez-vous, commentez et likez. C'est très important. Ça permet de favoriser l'expansion de la chaîne. Merci beaucoup. Ciao.